Bienvenue à cette quatrième séance du cours Anthropologie sociale et culturelle. Je souhaiterais parler aujourd'hui de la chefferie en Afrique au sud du Sahara. Je commencerai par vous montrer quelques images autour de l'institution de la chefferie en Afrique au sud du Sahara. Voici une photo de l'installation d'un chef de Bangoulou au Cameroun. Voici une image de la chefferie traditionnelle au Burkina Faso. Voici l'intronisation du nouveau chef de canton à Akouamou en Côte d'Ivoire. Voici une image de la chefferie traditionnelle Ani en Côte d'Ivoire. Nous voyons sur la photo le roi Ani et quelques membres de la noblesse autour de lui. Voici l'arrivée de François Hollande à Abidjan en Côte d'Ivoire, où il est accueilli aussi par les dignitaires traditionnels. Voici quelques ouvrages sur la chefferie en Afrique au sud du Sahara, chefferie coloniale et égalitarisme d'Iola, l'État en Afrique face à la chefferie ainsi que la chefferie traditionnelle au sud Cameroun entre 1850 à 2010. Voici un lien vers une émission radio de Radio France Internationale sur les châteaux des rois et dignitaires traditionnels en Afrique et en particulier à l'ouest du Cameroun. Une chaise d'un dignitaire baoulé en Côte d'Ivoire, un siège de chefferie dont les 4 montants sont gravés de motifs serpendiformes. Voici l'art africain au quotidien avec un siège de chefferie Soomov de la région Mossi de Burkina Faso, un siège de chefferie Zénoufo de la Côte d'Ivoire dont le corps d'un calot constitue la base de la réalisation. Voici une carte du Togo en Afrique de l'Ouest. Dans cette séance, je souhaiterais discuter les 3 approches différentes de la chefferie sous administration coloniale, comme elle était pratiquée sur le territoire de l'ancien Togo allemand. Ce territoire est devenu en 1919, après avoir été une colonie allemande, un mandat de la Société des Nations administrée respectivement par la France et l'Angleterre. Ces régions sont devenues, après la Deuxième Guerre mondiale, des territoires de tutelle des Nations Unies, administrés par les mêmes pays. Des rapports annuels ont dû être écrits sur l'administration des territoires.
Ces rapports représentent des documents importants sur les mesures politiques entreprises. Ils permettent de comparer les différentes approches du changement social, de montrer les ressemblances et les divergences. Complétant les études de terrain, il faut apparaître une politique sociale qui avait de larges répercussions sur le développement ultérieur des deux pays, le Ghana et le Togo indépendants. Dans cette séance, je vais d'abord décrire la conception du changement social des trois pays européens. Ensuite, je décrirai la compréhension et l'utilisation de la chefferie. Cette analyse nous permettra de démontrer des pratiques idéologiques qui ont encore une influence aujourd'hui sur la politique. La méthode de la comparaison est particulièrement capable d'insister sur les particularités de différentes approches d'administration. La chefferie dans le système administratif allemand. L'implantation de l'administration coloniale exigea de prendre en considération le statut des chefs et des rois traditionnels. Puisque l'administration allemande était obligée de fonctionner avec un minimum de moyens financiers, elle tenta d'utiliser au maximum les chefs traditionnels pour des tâches administratives. Souvent, les chefs étaient reconnus en tant que représentants de leur groupe social. Ce fait était beaucoup plus facile pour certains groupes, comme par exemple les Dagombo, où le chef était un roi élu selon des critères d'hérédité et qui se plaçait ainsi au sommet de la hiérarchie sociale. En ce qui concerne les évêques du sud du pays, Jakob Spieth, S-P-I-E-T-H, comptait 122 provinces de tailles différentes en 1906. Dans ce cas spécifique, les Allemands essayaient de regrouper certains villages dans une Landschaft, L-A-N-D-S-C-H-A-F-T, une région ou un du, selon les évêques, comptant à peu près 25 villages. Ces villages étaient représentés par un chef, Fia, ou dans les cas de plus grandes régions, par un chef supérieur. Ces Fiaga étaient des chefs supérieurs dont, comme par exemple la Glitchi, dépendait un certain nombre de Fa. La réunion de plusieurs groupes avait, selon la tradition, seulement le caractère d'un lien de protection en cas de guerre. Or, l'administration allemande favorisait la réunion de plusieurs villages antérieurement séparés afin de faciliter ces tâches administratives. Elle créait en l'occurrence des postes et nommait elle-même les chefs. L'élection des chefs par le groupe existait, mais le commandant de cercle ou de station devait donner son accord. Ces derniers pouvaient également décider du renvoi d'un chef jugé incapable ou difficilement supportable. La réglementation de la législation était un point focal pour le maintien de la chefferie. Le commandant de cercle ou de station désignait les chefs jugés aptes à présider les assemblées s'occupant de la législation des affaires civiles et familiales. La législation pénale, selon le sens occidental du terme, était exercée par ces chefs seulement dans les cas de blessures corporelles légères ou d'insultes. Les chefs avaient le droit d'infliger des amendes de montant déterminé. La législation était un genre de continuation des palabres traditionnelles. Les contestations étaient examinées et jugées par les tribunaux autochtones établis dans les localités les plus importantes, avec l'autorisation du gouvernement et composées de chefs et d'anciens. Un appel était possible dans la législation civile après le jugement d'un chef. Le chef supérieur avait à ce moment-là le droit de réexaminer le cas. Si un chef supérieur n'existait pas, la révision était du ressort du commandant de cercle ou de station. Le droit d'appel permettait ainsi aux administrateurs allemands de contrôler les chefs et leurs décisions. La réglementation locale de la population autochtone devait être respectée dans la majeure partie des cas.
La chefferie servait également pour l'exécution des tâches comme la supervision de la collecte d'impôts, la publication des arrêtés du gouvernement allemand, l'information des administrateurs allemands sur l'apparition de maladies contagieuses, l'encouragement de leurs subordonnés au maintien de l'état des routes, etc. Ces chefs facilitaient donc, dans une large mesure, l'administration allemande. Afin d'encourager les chefs à exécuter des tâches, souvent désagréables vu la réaction des groupes locaux, ils recevaient une partie des sommes dues aux impôts ou à l'exercice de la législation. À côté de ces récompenses monétaires, les Allemands leur octroyaient des symboles de puissance. Au sud, un certain nombre de policiers noirs, et au nord, les Allemands donnaient une force armée en nombre restreint aux chefs musulmans. Les chefs supérieurs installés par les Allemands avaient des tâches de secrétaire lettré s'occupant d'un ensemble de villages. Ils répondaient davantage aux besoins de l'administration allemande qu'aux besoins de la population autochtone. Pour donner un exemple de leur influence, en 1898, seulement 3 chefs traditionnels, ceux de Voga, Vokutini et Glitchi, exerçaient les mêmes fonctions que les chefs supérieurs lettrés. À l'intérieur du pays, la situation était différente. Les chefs continuaient à être élus, mais l'administration allemande gardait le privilège de maintenir ou de déposer un chef. Ces chefs constituaient ainsi une force utilisable et non négligeable selon la politique de l'administration allemande. Ces chefs comptaient environ 3 000 à 4 000 personnes. On peut en tirer la conclusion qu'un représentant de la colonisation allemande existait pour environ 100 personnes. Ceci permet d'imaginer l'influence que l'administration allemande pouvait exercer avec ces personnes pendant les 30 ans où elle colonisa le pays. Les activités dirigées contre un représentant de l'administration allemande étant passibles de peine, la dépendance de ces chefs vis-à-vis de la puissance coloniale devint évidente. La politique allemande envers les chefs possédait encore une autre particularité. Les chefs furent isolés par le fait qu'ils dépendaient des commandants de cercles et de stations. Les réunions de chefs étaient considérées comme non souhaitables car elles pouvaient servir à créer des rapports personnels entre les différents chefs. On admettait au niveau du village le rassemblement des anciens. L'administration enlevait toute responsabilité à la chefferie devant ces conseils qui n'étaient pas pris en considération en tant qu'élément d'interaction entre l'administration allemande et la population noire. Le seul responsable était le chef lui-même. En résumé, l'objectif de la puissance coloniale allemande était de faire du noir un être capable de vivre selon ses possibilités, à côté du blanc et notamment de l'allemand. En conséquence, l'administration allemande ne cherchait pas à rapprocher la population autochtone le plus possible du modèle européen. Au contraire, elle voulait donner aux autochtones des outils pour améliorer la vie, comme par exemple des règlements sanitaires, des méthodes de culture adaptées au climat tropical et des techniques pour perfectionner la construction des maisons. La modification des attributions des chefs traditionnels et avec celle-ci le changement dans les relations politiques en étaient principalement responsables de la transformation des systèmes sociaux des groupes vivant sur le territoire du Togo. Voici quelques questions. Répondez s'il vous plaît aux questions proposées et revenez au cours si vous en ressentez le besoin. Cliquez seulement sur les boutons avec les solutions une fois trouvé vos propres réponses.
L'approche anglaise du changement sous administration coloniale. Selon la conception anglaise, la société africaine devrait participer aux relations internationales selon ses possibilités et non pas comme le modèle français le prévoyait en tant que société rapprochée le plus possible de l'idéal français. Et pas non plus comme une société vivant à côté ou avec un groupe d'Européens et d'Allemands, comme l'envisageait la conception allemande du développement. Lucy Mayer, M-A-I-R, une anthropologue travaillant pour le gouvernement, écrit, je cite, « L'autre aspect du gouvernement indirect, le maintien des institutions africaines où les besoins des Africains eux-mêmes n'exigent pas de modification, est presque une conséquence naturelle de cette attitude vis-à-vis de la pénétration européenne. Car c'est seulement au moment où le gouvernement prend à sa charge le progrès qu'il devient nécessaire de soutenir les interventions ayant un effet considérable sur la vie autochtone telle qu'elle vient d'être décrite. » Fin de citation. Lord Lugard, le principal théoricien de l'organisation anglaise en Afrique au sud du Sahara, écrit un livre, The Dual Mandate, et dans ce livre, il écrit qu'il était important de chercher une collaboration étroite avec les chefs des groupes autochtones. Je cite, « Cette identification de la classe dominante avec le gouvernement met l'accent sur l'obligation correspondante d'analyser également les mauvaises pratiques qu'elle poursuit de son côté. La tâche de les éduquer au devoir du groupe régnant devient plus que jamais importante, de leur inculquer le sens de la responsabilité, de convaincre leur sagesse des avantages croissants de la prospérité matérielle des agriculteurs, de la liberté du travail et de l'initiative, de la nécessité de déléguer des pouvoirs à des subalternes de confiance, de l'importance de l'éducation parmi la classe dominante et de la nécessité de pourvoir à des postes importants du gouvernement avec ses membres, et enfin de les impressionner par la grandeur des bénéfices pour leur pays en leur montrant le genre d'intérêt personnel qu'ils en peuvent tirer. » Fin de citation. L'administration anglaise, afin de réussir dans sa tâche, était obligée de s'appuyer sur les groupes au pouvoir et de s'assurer de leur coopération afin d'atteindre ses buts. Cette conception favorisait un groupe restreint, soit largement éduqué, soit issu des groupes régnants du pays. Lord Lugard estimait que les conceptions propagées par les Européens avaient, sans aucun doute, un effet désintégrant sur les groupes autochtones et leurs institutions, et par la suite sur la vie de la population tout entière. Il énonçait, je cite, « L'Africain primitif est appelé à se mesurer à des idées en avance de millénaires vis-à-vis de sa situation mentale et sociale. Il devient impossible de maintenir l'ordre préexistant. Le besoin urgent est celui de s'adapter au nouveau, de construire une autorité tribale d'un standard reconnu et légal pouvant empêcher le chaos social. Cela ne peut être accompli en mettant de côté, par le gouvernement direct du blanc, les idées de la discipline et de l'organisation qui existent, non plus en stéréotypant parmi les races arriérées, les coutumes et les institutions non conformes au progrès. La première étape est d'accélérer la transition du stade patriarcal au stade tribal et d'introduire à l'endroit où aucune autre autorité n'est reconnue, si ce n'est le chef de famille, la reconnaissance d'un chef commun. Lorsque ce stade a déjà été atteint, l'objectif est de regrouper les petites tribus ou des parts d'un ensemble de telle manière qu'elles formeront une propre unité administrative. Fin de citation de son ouvrage de 1965. L'idée de progrès liée à la conception du développement en Angleterre souligne que les sociétés autochtones devaient pâtir de leur propre structure sociale. Elles seules pouvaient indiquer la direction du développement ou les séries d'ajustements nécessaires aux innovations, d'où la création d'un consensus entre les intérêts de la population autochtone
et l'administration britannique. L'administration indirecte en Côte d'Or. La partie de l'ancien Togo allemand, intégrée dans l'ensemble de la Côte d'Or anglaise, ne connaissait pas autant que le Togo français une politique spécifique relative au territoire. Dans la plupart des domaines, elle était administrée selon les mêmes principes que l'ensemble de la Côte d'Or. Le gouverneur Gugisberg donna en février 1926 des indications sur la politique générale du gouvernement anglais. Je cite, « Si les populations de la Côte d'Or devaient pour toujours devenir autonomes, cela devrait se faire par le développement échelonné de leurs propres institutions et coutumes, afin qu'ils puissent affronter les exigences d'une civilisation plus moderne et plus avancée. » Les habitants de la zone côtière au sud avaient depuis plusieurs centaines d'années des contacts avec la civilisation et les coutumes des peuples européens. L'avènement de l'éducation et du commerce européen exposèrent pendant longtemps leurs institutions et leurs coutumes à des tensions sévères. Cette tension est plus importante dans les villes au sud, pourtant l'extension échelonnée vers le nord de l'éducation, du commerce et de l'industrie des mines a exercé et exerce encore une influence désintégrante sur les institutions et coutumes de l'intérieur. Ce fait constitue un danger, car ce que nous appelons la civilisation de l'Occident et ses coutumes submergera les institutions de ce pays. Si l'on ne le détourne pas, ce danger conduira à une détérioration sérieuse des caractéristiques de la race africaine et serait par conséquent hostile au progrès. Il continue, « Le gouvernement ne peut pas éviter ce danger. C'est le devoir des habitants de ce pays. Afin d'atteindre le but de préserver leur nationalité, leurs caractéristiques raciales, leurs institutions et leurs coutumes, et pourtant maintenir en même temps leur position en tant que peuple libre de ce monde, il est essentiel que l'Africain absorbe seulement ce qui représente le mieux dans la civilisation de l'Occident, ce qui est le mieux organisé pour permettre à son pays de se mesurer avec les méthodes occidentales de vie qui lentement pénètrent dans toutes les parties du pays. » Fin de citation. Gugisberg, tout en maintenant la polarité valeur de l'Occident, valeur de la population locale, était conscient de l'influence qu'exerçaient les premières sur les dernières. Il demanda par conséquent que la population autochtone n'accepte que les meilleures valeurs représentées par l'Occident, afin de pouvoir participer à un genre de vie différent, lentement transformé dû au contact avec la puissance coloniale. L'opinion que l'acceptation des valeurs occidentales était négative était répandue, comme l'exigence de changer progressivement les institutions et les coutumes, tout en affrontant les demandes d'un genre de société caractérisé par une plus grande complexité. La même année, après une visite en Afrique de l'Ouest, en sous-secrétaire d'État pour les colonies, Ormsby-Gore, O-R-M-S-B-Y-Gore, G-O-R-E, proposa une approche scientifique de l'administration britannique. Je cite, « Si nous voulons avoir du succès dans nos devoirs envers ces peuples, comme dirigeants ou comme missionnaires, ou bien être l'instrument de leur avancement et de leur civilisation, nous devons les étudier avec objectivité et baser notre politique sur une compréhension réelle acquise non seulement avec le contact personnel, mais avec des études scientifiques de leur tradition. Les méthodes autochtones de l'agriculture, des arts et des métiers devraient être examinées de manière scientifique avant qu'une tentative ne soit faite de remplacer ce que nous trouvons sur place. L'importance du travail anthropologique se trouve ici. Une plus ample connaissance des éléments de l'anthropologie parmi le personnel administratif serait ce que l'on ferait de mieux.
En même temps, cette étude de la population autochtone ne devait pas nous amener à adopter une attitude excessivement conservatoire. En effet, nous ne pouvons empêcher l'expansion de la civilisation. Nous échouerions dans notre devoir si nous permettions que les vastes potentialités économiques d'un des continents les plus riches du monde restent incultes. Bref, nos méthodes devraient être évolutionnaires et non révolutionnaires. L'idée que l'Africain, si on le laissait faire, fait impossible dans les conditions internationales modernes, évoluerait de son propre gré dans le sauvage gentilhomme de l'imagination de Rousseau est une présomption insoutenable à la lumière de l'histoire. Cette exigence énoncée par un parlementaire de la nécessité d'une approche scientifique de la colonisation reflète la conception anglaise d'une étude préalable avant toute introduction du changement des institutions autochtones. En mars 1927, Guy Gisbert donnait un autre exemple de la politique britannique. Je cite, « Aucune nation du monde, de quelque façon qu'elle ait pu conserver sa nationalité, n'avait la chance de préserver ses institutions et ses coutumes particulières à perpétuité. Aussi longtemps que le changement est progressif et vient de l'intérieur, le caractère national ne peut être détérioré, et c'est cet aspect auquel j'attache la plus grande importance, et notamment celui lié aux assemblées provinciales. » L'ensemble de ces idées reflétait la conception que Lord Lugard avait de la politique d'administration indirecte. Je cite encore de Lugard, du livre de 1965. Le fait essentiel de ce système est que les chefs autochtones constituent une partie intégrante de la machinerie de l'administration. Il n'y a pas deux genres de dirigeants. Les Anglais et les Autochtones travaillent soit de façon séparée, soit en coopération, mais ils forment un gouvernement unique envers lequel les chefs autochtones ont des devoirs bien définis et un statut reconnu au même titre que les administrateurs britanniques. Leurs devoirs ne devaient jamais être en conflit et devaient s'opposer l'un l'autre, et le chef de son côté devait comprendre qu'il n'avait aucun droit de siéger et d'exercer son pouvoir, à moins qu'il ne rende ses propres services à l'État. Le changement des institutions s'effectuait ainsi de manière à ce que certains éléments nouveaux soient introduits. Il ne s'agissait pas d'inaugurer un système d'élection des membres des assemblées où la population n'avait la possibilité d'exprimer ses souhaits qu'au moment des élections, mais de les faire participer aux tâches de gestion de leur territoire. Les chefs étaient considérés comme les représentants de leur peuple. Ils avaient leur confiance qui se basait sur la tradition. En 1948, la politique administrative fut de nouveau définie. Je cite, « C'est un axiome de la politique coloniale britannique que le progrès, qu'il soit politique, social et économique, local ou au centre du gouvernement, ne peut être réalisé en profondeur qu'en tenant compte de deux conditions. La première est de s'appuyer sur les bases de la tradition et de l'usage social préexistant. La seconde est de s'assurer que le peuple a réellement accepté le changement ou le développement. Un système européen ne peut être imposé arbitrairement à une société africaine. L'empressement de donner doit égaler la volonté de recevoir. Si quelqu'une des recommandations de la Commission paraissent induire des changements radicaux du système, elles n'en reconnaissent pas moins l'inéluctable nécessité d'avancer par étapes. Fin de la citation de ce livre de Metcalfe, M-E-T-C-A-L-F-E. Dans le même rapport, nous pouvons trouver aussi quelques remarques sur les autorités autochtones, une institution typiquement anglaise. Je cite, « Le gouvernement de Sa Majesté considère comme nécessaire de constater que tout en attachant la plus grande importance au fait de moderniser les autorités autochtones et de les rendre complètement représentatifs du peuple,
Il estime que les chefs ont un rôle essentiel à jouer. En général, les chefs de la Côte d'Or sont les dirigeants traditionnels du peuple. Leurs fonctions par rapport à l'administration locale sont basées sur le soutien populaire. La délégation de chacune de leurs fonctions devrait faire l'objet d'une approbation populaire, car la position des chefs affecte le gouvernement entier, des relations sur lesquelles la vie de la communauté se fonde traditionnellement. Un nombre croissant de chefs reconnaît le besoin de moderniser ces institutions. Ils sont encouragés dans ce sens par le gouvernement de la Côte d'Or et ses fonctionnaires administratifs. Fin de citation encore de ce livre de Metcalfe. Le style du gouvernement indirect pratiqué par l'Angleterre était fondé sur la conviction que l'Africain et l'Européen étaient différents sur le plan culturel, mais pas nécessairement inégaux. La conclusion qu'on en tirait était que le gouvernement le mieux adapté aux Africains était celui qu'ils avaient créé eux-mêmes. Cette conception était à l'origine de la pratique de l'anglais à gouverner les populations africaines en utilisant leurs institutions à eux. Un changement même progressif devait, selon ces conceptions, s'effectuer lentement. Il pouvait alors être considéré comme progrès au sens positif du terme. Une des institutions spécifiques de l'administration britannique et de sa conception du gouvernement indirect était sans aucun doute la chefferie traditionnelle. L'ordonnance de 1904 concernant les chefs autorisa le gouverneur à confirmer leur élection s'il les considérait en accord avec les lois autochtones. Pour parvenir à ce but, l'administrateur anglais devait faire des investigations en ce qui concernait l'autorité, la légitimité et les règles de succession chez les différents groupes. Les archives britanniques étaient ainsi remplies de rapports d'appréciation et d'investigation sur l'histoire d'un royaume particulier. Tout ceci avait pour but d'établir des règles de succession et d'assurer la légitimité des chefs. Contrairement aux Français, les Anglais s'intéressaient à l'octroi du trône à celui qui en était l'héritier, selon les règles du groupe. Seulement dans les cas où il n'existait pas de chef influent, comme au sud du Togo, l'administration anglaise insistait sur la réunion de petits groupes afin de les doter d'un chef qui, pourtant, selon la tradition, n'aurait pas eu le droit de régner sur d'autres chefs de sa région. L'impact de l'administration britannique était tel que les chefs ou les rois perdaient une partie de leur pouvoir traditionnel avec ce nouveau système d'ordre réglant leurs privilèges et leurs pouvoirs. Les chefs pouvaient souvent agir avec un minimum d'intervention des administrateurs britanniques. Lors d'une intervention de ceux-ci, les administrateurs s'arrangeaient pour que la décision finale soit présentée par le chef et non par eux. La nature du pouvoir de la chefferie, fixée par la Native Authority Ordinance, était considérée comme l'exercice des pouvoirs du gouvernement britannique au niveau local. Ces chefs avaient ainsi des pouvoirs législatifs. L'administrateur anglais était, dans la plupart des cas, considéré comme le conseiller des chefs. Ce n'est que lorsqu'il devait exécuter des décisions concernant par exemple la construction des routes, des chemins de fer, etc., que l'administrateur britannique réclamait son rôle dans l'administration locale. Les devoirs des chefs étaient les suivants. Le chef devait maintenir l'ordre dans son village, exécuter les décisions prises par l'administration, punir les autochtones contrevenant à l'ordre établi, engager un interprète et un policier, répandre dans le village les ordres et les instructions du gouvernement, déclarer les maladies contagieuses, inciter les habitants au travail, nettoyer les routes et offrir aux voyageurs un abri, de la nourriture, de l'eau et du bois. Les tribunaux des chefs se composaient, outre le chef en tant que président, d'une à 4 personnes,
selon l'importance des affaires à traiter. Ces membres étaient choisis parmi les personnalités les plus respectées du village ou de la région. Ils possédaient le droit de vote. En cas d'égalité des voix, le chef décidait seul. Le chef avait le droit de nommer conseiller au tribunal tout membre de la communauté qui se distinguait par sa sagesse, sa position dominante ou des services rendus à la région. Les chefs n'exprimant pratiquement jamais leur opinion sans la consultation du groupe des anciens ou des conseillers, l'administration britannique s'assurait de cette manière de la coopération entre la population autochtone et leur chef. Par la même occasion, cette pratique permettait aux Anglais, en cas d'opposition sur les mesures prises par le gouvernement, d'avoir un contrôle efficace et d'être sûr que l'administration britannique en était informée. Après la Deuxième Guerre mondiale, un changement s'est déroulé au niveau local. Le Local Governance Ordinance instaurait un système d'assemblée locale représentative pour les régions qui coïncidaient avec les régions supervisées par les autorités autochtones. Ces assemblées locales furent considérées comme succédant aux autorités autochtones. Ils avaient des pouvoirs se situant dans le domaine de l'ordre public, de l'agriculture, des forêts, de la régulation du commerce et de l'industrie, des marchés, de l'éducation et du domaine de la santé. Après 1951, les autorités autochtones continuaient à s'occuper des matières coutumières et celles relatives au trône. Les assemblées locales devaient s'occuper des matières constitutionnelles, à l'exception de la succession au trône. Néanmoins, un genre d'interaction s'installait dans la mesure où seulement un chef autochtone pouvait être le président du gouvernement local et des affaires légales jugées par les chefs ne pouvaient qu'être mises en cause par le gouverneur. Enfin, la différenciation entre les chefs et les autorités locales n'était pas très stricte, comme on peut le démontrer en analysant les règles de succession des chefs. Ces règles devaient se fonder sur des coutumes connues qui étaient plus ou moins considérées comme coutumières. Après la Deuxième Guerre mondiale, les tâches de la chefferie et celles de l'administration communale devaient être séparées sur le plan institutionnel. Le comité QCCOU2SEY exigea en 1949 qu'un tiers des membres des conseils locaux étaient nommés par les chefs et que seulement 2 tiers étaient élus. Le Local Government Act de 1951 a adopté cette suggestion. Même les 19 membres du Parlement originaires des Northern Territories et élus en 1951 étaient des chefs éduqués ou des fils de chefs employés par des autorités autochtones ou des enseignants. Le fait de pouvoir lire et écrire et la capacité de pouvoir communiquer avec des personnages officiels devenaient de plus en plus importants. Les membres de l'élite, de plus en plus éduqués, se basaient sur les liens qu'ils établissaient avec ceux qui occupaient les positions de pouvoir traditionnelles afin de poursuivre des carrières dans le domaine politique. Une base dans l'ordre autochtone devenait une condition préliminaire au succès dans la vie politique. Cependant, le pouvoir politique allait vers l'élite éduquée et n'était plus longtemps le privilège des chefs traditionnels. En fait, souvent les chefs ou leurs parents étaient élus comme conseillers. C'est ainsi que l'intention de maintenir la domination politique des chefs était atteinte. Dans les territoires du Nord, les chefs de division étaient souvent les présidents de leurs conseils locaux et ils choisissaient des membres traditionnels des conseils locaux et régionaux parmi les chefs et leurs propres parents. C'est ainsi que les chefs régionaux et des sous-régions dominaient dans les conseils locaux, régionaux et étatiques. L'élection des 2 tiers des conseillers assurait que quelques roturiers étaient cooptés dans les groupes régnants, mais cela ne mettait pas en cause la dominance des chefs jusqu'à 1960.
Ce mélange contribuait au fait que la population avait des difficultés de distinguer entre les différentes institutions. Après 1960, le rôle des chefs dans l'administration locale était encore fortifié. En 1978, les conseils de région étaient composés de 2 tiers de conseillers élus. Un tiers des conseillers étaient nommés par les autorités traditionnelles. Souvent, la chefferie était la seule institution locale qui fonctionnait. En 1988, les chefs jouaient un rôle majeur dans les nouvelles assemblées régionales. Ils devaient conseiller le gouvernement sur le choix des membres de l'assemblée. Comprendre le rôle des chefs dans la Côte d'Or nous permet ainsi de montrer dans quelle manière le passé continue d'influencer le présent. Dans le Ghana contemporain, les relations entre l'État et les chefs traditionnels sont toujours importantes. Ces chefs agissent souvent en tant que lien entre l'État et la société civile, mais leurs disputes constituent également un risque dans les sociétés contemporaines où ils ne sont pas toujours capables de contrôler leur territoire et les gens qui y vivent. Voici quelques questions proposées. Répondez s'il vous plaît et revenez au cours si vous en ressentez le besoin. Cliquez seulement sur les boutons avec les solutions une fois trouvé vos propres réponses. L'approche française du changement sous administration coloniale. L'approche française du changement social était caractérisée par la notion d'association. Jules Hamon, en 1910, un des principaux théoriciens de cette approche, soulignait que la pratique coloniale devait être adaptée à la situation particulière du groupe en question et au stade de développement de ce groupe. Les Français considéraient qu'une coopération étroite entre le pouvoir colonial et la population autochtone était nécessaire afin de garantir l'avantage matériel et culturel. Cette population commencerait alors de coopérer de plus en plus avec les Européens. Ce point de vue exigeait l'introduction des institutions avantageuses pour la population autochtone. Les institutions françaises ou celles inspirées par des modèles français devaient être introduites à côté ou en échange des institutions du groupe autochtone. Néanmoins, ces institutions devaient s'adapter au cadre offert par les cultures autochtones. En fait, ce changement signifiait une restructuration de la société autochtone en prenant compte des institutions connues en France. Une application pratique apparut facile si certaines idées étaient respectées. D'abord, un respect mutuel entre les groupes autochtones et la population française devait être assuré afin d'atteindre rapidement le but d'une coopération étroite entre le colonisé et le colonisateur. Ensuite, les deux groupes devaient accepter des responsabilités communes afin d'améliorer la situation du pays. Finalement, une administration locale était exigée qui était assez complexe afin que le développement économique et social
s'est déroulée sans heurts majeurs. En 1953, Deschamps écrit dans son livre célèbre Méthode et doctrine coloniale de la France, je cite, les chefferies, les hiérarchies traditionnelles, l'autorité des anciens, sur lesquels repose notre administration, voient peu à peu leur influence diminuer au profit des enrichis, des travailleurs, des évolués formés dans nos écoles. Fin de citation. Dans le rapport annuel publié en 1923 par la France, nous pouvons lire que les Français essayaient d'associer les groupes autochtones à l'administration de leurs intérêts locaux en les consultant sur des mesures différentes qui intéressaient leurs conditions de vie et le développement de la région. Le but de cette mesure politique était, je cite, de guider l'évolution des évolués en attirant ceux qui méritent de devenir nos meilleurs associés dans la mission de civilisation que nous avons acceptée. Fin de citation. Au nom du territoire, la France pratiquait une politique qui était désignée d'apprivoisement et qui était caractérisée par un contact direct avec la population autochtone. Les administrateurs français étaient obligés de chercher des informations sur les intérêts sociaux et locaux de leurs administrés en entreprenant de multiples tournées. Le but était d'atteindre une meilleure confiance mutuelle. Les Français pensaient que cette politique devait être maintenue jusqu'au moment où les groupes autochtones étaient plus familiers avec les coutumes européennes. Cette approche politique avait des résultats encourageants. Le chemin à parcourir était défini, je cite. Nous devons nous préoccuper de l'évolution de nos populations en leur suggérant une législation adaptée qui leur permettra un jour d'accéder à notre niveau. Fin de citation. Le rapport soulignait aussi la colonisation. Est-ce que cela ne signifie-t-il pas civilisation? Fin de citation. L'institution des conseils de notables. Les conseils de notables, institutions caractérisées par la pratique d'association poursuivie par la France, furent institués au Togo en 1922. Ils furent installés jusqu'en 1931 dans les chefs-lieux des circonscriptions administratives telles que Lomé, Aneko, Atakpam, Sokodé, Bassari, Lamakara et Manago. L'arrêté instituant les conseils de notables autochtones au Togo et fixant leur composition, leur attribution et leur mode de recrutement se basa sur l'opinion du gouverneur Bonnecarrère de l'époque. Je cite, « Considérant que les degrés d'évolution des populations autochtones indigènes de certains cercles du Togo permet d'associer ces collectivités à la gestion même de leurs intérêts, en consultant leurs principaux représentants sur les différentes mesures concernant directement les populations indigènes ou ayant pour objet le développement et la prospérité du territoire. » Fin de citation. Ces conseils de notables furent présidés par le commandant du cercle. Ils se composaient de 8 à 16 notables. Le commandant du cercle avait décidé sur la nomination des notables. Il donnait son avis sur 2 listes à présenter, l'une concernant les chefs de canton ou de quartier et l'autre concernant les principaux chefs de famille. Les membres de ce conseil étaient nommés pour une durée de 3 ans. Cependant, le mandat pouvait être révoqué par le commissaire de la République sur proposition du commandant de cercle. Au moins une fois par trimestre, le commandant de cercle convoquait le conseil et en session extraordinaire toutes les fois que le commissaire de la République jugera utile de les convoquer. Les séances du conseil étaient publiques. Elles se tenaient dans les bureaux du cercle. Le conseil fut consulté sur les questions suivantes. La fixation du taux de rachat des prestations, la répartition et l'exécution des prestations en nature par ceux qui n'avaient pas été autorisés à effectuer le rachat, la tarification des patrons indigènes, des droits de place sur les marchés et d'autres taxes indigènes, l'exécution des travaux
et des mesures d'hygiène et d'assainissement entourant le cercle et toute prestation soumise par le commandant de cercle. Une mesure qui restreignait le pouvoir réel des conseils de notables était le fait que seul le commandant du cercle, en sa fonction du président du conseil, avait le droit de correspondre au nom de celui-ci. Le décret du 4 novembre 1924 élargissait les attributions des conseils de notables. Les consultations devinrent obligatoires en ce qui concernait l'assiette, le taux et le mode de perception des taxes et contributions diverses, la fixation du taux de rachat des prestations, l'exécution des prestations en nature par ceux qui n'ont pu en effectuer le rachat, le plan de campagne et l'exécution des travaux ainsi que les mesures d'hygiène et d'assainissement, l'établissement du projet et du budget du cercle, toutes questions intéressant le commissaire de la République et l'élection de la déléguée au Conseil économique et financier créé par l'arrêté du 4 novembre 1924. L'avis se présentait sous la forme d'un procès verbal comportant les éléments estimés nécessaires à l'appréciation de la décision à prendre. Les séances des conseils de notables constituaient donc un genre d'enquête ou d'étude préalable concernant soit un ensemble de décisions administratives, soit la conception et l'élaboration d'une mesure envisagée. Quant à la personnalité du notable, il s'agissait en général d'un individu que la population connaissait grâce à son influence, son prestige et son autorité. Les membres de ces conseils furent notamment les chefs de canton, de village, de quartier et les principaux chefs de famille. Les listes furent établies par les catégories principales de chefs. Les listes devaient être accompagnées de fiches individuelles contenant des renseignements sur les candidats. Le nom, l'âge, la profession, la résidence, la religion, la citation de fortune, le degré d'instruction, les services particuliers rendus à la France, etc. La sélection des conseillers notables s'opérait ainsi à l'intérieur d'une catégorie sociale prédéterminée. Ceux qui étaient élus, afin de se mettre au service de la politique française, étaient en général les personnages ayant une influence certaine. L'arrêté du 4 novembre 1924 changea la forme d'élection des notables. Dorénavant, le conseil était composé de membres élus pour 3 ans par les chefs de canton et de village, ainsi que les chefs de quartier et de famille des centres urbains. Le président, également élu, était recruté parmi les notables choisis. Les débats, eux, étaient dorénavant dirigés par un membre élu, tandis que le commandant de cercle et le chef de subdivision devaient s'astreindre à assister aux séances. Néanmoins, ces derniers avaient le droit d'intervenir toutes les fois qu'ils le jugeaient nécessaire. Les électeurs et les élus furent grosso modo les mêmes personnalités. Les principaux chefs de village, les chefs de canton, les chefs supérieurs et les autorités religieuses. De cette manière, le droit de vote constitua un véritable privilège pour un corps électoral très restreint. L'acte consultatif était en fait un simple avis qui n'avait aucun caractère obligatoire pour l'autorité consultante. Le conseil de notables travailla donc sous l'influence directe de la puissance monétaire et sur sa recommandation. Il ne pouvait que discuter, mais rarement rejeter les projets conçus et élaborés. Le pouvoir de décision de l'autorité administrative était ainsi maintenu. Cependant, la fréquence des demandes d'avis donna à ce conseil une importance fonctionnelle. La politique d'association qui s'y reflète était déjà un progrès considérable sur toute mesure prise autoritairement, sans consultation de la population autochtone. L'institution des conseils de notables, certes, a permis à la France de garder un contact étroit avec la population locale, de prévenir des cas d'opposition en discutant les questions ambivalentes et d'agir en fonction de l'influence dont jouissaient les membres du conseil sur la population autochtone.
De 1922 à la suppression des conseils de notables en 1939, cet organe joua un rôle considérable en donnant son avis et en manifestant tout l'intérêt qu'il attacha à cette institution, qui avait le mérite d'être, pour la population autochtone, un cadre privilégié d'expression de ses opinions. Sous son influence, une fraction non négligeable de la population fut progressivement sensibilisée et mobilisée afin de défendre ses intérêts. Dans ces conditions, les conseillers ne se considéraient plus comme des auxiliaires actifs de l'administration locale, mais comme des représentants de la population dont ils étaient les porte-parole auprès de l'administration locale. L'efficacité de la gestion de la puissance monétaire dépendait ainsi de la participation active des administrés au processus de prise de décision sur des mesures à appliquer. Pendant l'entre-deux-guerres, cette institution répondait donc à une nécessité et à une demande de la population autochtone et de la population européenne, tout en correspondant au type de relations et de rapports entretenus par ces deux groupes. Le commandement autochtone. Un autre exemple de la politique d'association poursuivie par la France était celui du commandement autochtone. Il se déroulait en fonction des coutumes locales. Ce n'est qu'un arrêté de 1936 portant organisation du commandement autochtone au Togo que la chefferie fut institutionnalisée. Les chefs n'étaient jamais intégrés dans la fonction publique française, mais ils avaient la possibilité d'accumuler de la richesse avec des plantations de cacao. Selon l'arrêté de 1936, la désignation du chef du village se faisait grâce à la majorité des membres du village. Ceux-ci devaient désigner 3 candidats, parmi lesquels le commandant de cercle choisissait le titulaire définitif. Il ne s'agissait pas d'une autonomie réelle des villageois dans le choix de leur supérieur, car le commandant de cercle se réservait le droit de désigner en dernière instance le chef en question. Cependant, le fait d'élire parmi la population du village 3 candidats éventuels constituait déjà un facteur d'exercice d'influence, car le choix de ceux-ci représentait un premier critère de sélection. On ne proposait pas un candidat que le commandant de cercle éventuellement n'accepterait pas, et vice-versa, les villageois n'avaient aucun intérêt à proposer un candidat qui, au cas où le commandant de cercle le désignerait, agirait contre leurs intérêts. La même relation de dépendance réciproque se montra au moment où les fonctions de chef de village prirent fin. Ceci pouvait s'effectuer soit sur la demande des habitants du village, après qu'elle aura été reconnue justifiée par le commandant de cercle, soit sur l'initiative de celui-ci. L'ensemble de cette réglementation constituait un élargissement considérable du pouvoir politique de la population autochtone. L'administration française essayait ainsi de sensibiliser relativement tôt la population locale à l'administration du pays sous mandat. Les chefs étaient rémunérés. Leur rémunération s'effectuait au moyen de remises sur le produit des impôts de la population autochtone. Le taux et les conditions d'attribution étaient fixés par arrêté du commissaire de la République. L'article 6 de l'arrêté définissait les attributions du chef de village. Son autorité s'exerçait sur tous les habitants du village. Il devait rendre compte au chef de canton ou de subdivision de tous les faits ou de la propagande tendant à troubler l'ordre public. Il exerçait en réalité un rôle de responsabilité dépassant de loin son rôle d'auxiliaire de l'administration française. Il était tenu responsable en cas de conflit entre l'administration française et l'administration autochtone. Ces tâches liées à la police rurale comportaient la protection des cultures, des plantations et des récoltes par la prévention des feux de brousse et de la divagation des animaux.
L'entretien des pépinières, palmiers à huile, cocotiers, caféiers, etc., des cultures vivrières ainsi que des semences et des greniers de réserve constituaient une de ses préoccupations principales. Les tâches liées à la voirie étaient le maintien en état de propreté de l'agglomération et de ses environs immédiats, la supervision de la conservation et du bon entretien des chemins et des sentiers du village, des ponts, des plantations d'arbres et des plaques indicatrices placées sur les routes. Ces attributions en matière d'hygiène consistaient dans le signalement des cas de maladies contagieuses et la prise des mesures afin d'isoler les malades. Quant aux bestiaux, le chef surveillait l'abattage et signalait les animaux malades. Dans le domaine de la justice, le chef était investi en matière civile et commerciale, selon le sens occidental des termes, du pouvoir de conciliation des parties. La perception des impôts était une autre de ses maintes activités. Les chefs de quartier remplaçaient les chefs de village dans les centres urbains ou les centres érigés en communes. Les conseils de village ou de quartier les assistaient dans l'exercice de leurs devoirs. De plus, des chefs de région existaient qui furent instaurés lorsque des considérations pratiques ou politiques l'exigèrent. Ils étaient chargés d'assurer la surveillance d'un certain nombre de villages et de transmettre à ceux-ci les ordres du chef de canton. Le conseil de canton, assistant le chef de canton, était composé des chefs de région et des chefs de village du canton concerné sur décision de l'administrateur supérieur, de certains notables ou dignitaires, facilitant avec le conseil les actions du chef de canton. Ce dernier avait le droit de convoquer ce conseil. Il le présidait et assurait son fonctionnement sous le contrôle du chef de subdivision. Le commissaire de la République désignait les chefs de canton sur proposition de l'administrateur supérieur. Le chef de canton était contrôlé par l'administration française, tout en contrôlant lui-même les chefs inférieurs à son rang. Il avait le pouvoir judiciaire de concilier les disputes. Il devait assurer l'ordre public. L'ensemble de ces dispositions fait ressortir que l'administration française associa assez tôt les chefs et les notables autochtones à la gestion des intérêts du territoire. De plus, ce n'était pas seulement l'élection de différents types de chefs, chefs de village, chefs de canton, etc., à laquelle la population locale participait, mais également à leur révocation, à la composition des conseils qui les assistaient et à d'autres fonctions. Le commandement autochtone, bien que certaines fonctions puissent plutôt être caractérisées comme aidant l'administration française dans ses tâches multiples, ce commandement autochtone était surtout défini par sa responsabilité politique. Il avait rempli un rôle d'intermédiaire entre la population autochtone et l'administration française, tout en essayant de représenter les intérêts de la population autochtone dans la gestion du pays. La chefferie et le commandement autochtone après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, le commandement autochtone était seulement graduellement changé par des arrêtés de 1945 et de 1949. En 1949, les chefs continuaient d'être reconnus comme des représentants coutumiers de leur groupe et ils devaient être approuvés par l'administration française. De plus, différentes sortes de chefs devaient être respectés par les habitants de la région. Chaque action opposée à leur autorité pouvait être punie par la loi. Pendant ces années, les chefs ne pouvaient être confondus avec le personnel administratif français. Ils étaient les porte-parole de leur groupe, tout en acceptant plusieurs tâches administratives afin d'assister l'administration française. En 1946, des conseils de circonscription ont été créés qui remplaçaient les conseils de notables. En 1951, les règles d'élection ont été changées, fut un fait qui tenait compte du développement politique de la région.
De plus, dans chaque sous-unité administrative existaient des conseils de circonscription. Les électeurs formaient déjà un groupe beaucoup plus large qu'avant la guerre, avec 12 793 électeurs en 1947 et 16 830 en 1949. De plus, des hommes et des femmes âgés de plus de 23 ans nés au Togo, dans la région où ils étaient candidats, pouvaient être élus. Les élections suivaient le système uninominal. Les discussions de ces conseils permettaient au gouverneur de décider dans des matières ambiguës. Les conseils de circonscription avaient ainsi des attributions identiques aux conseils de notables. La loi du 9 mai 1959 définit le pouvoir de ces conseils en les séparant du pouvoir central de la République du Togo. Les discussions de ces conseils ne devraient pas inclure des sujets politiques, même si beaucoup de points de discussion ne pouvaient être traités d'une manière technique. En 1959, le mode d'élection des chefs changeait. Dorénavant, les chefs étaient désignés par des conseils coutumiers là où ils existaient. Partout ailleurs, les chefs étaient élus par la consultation de la population. Un chef pouvait seulement être remplacé après sa mort ou après une faute sérieuse d'ordre coutumier. Les chefs restaient ainsi des éléments importants de transmission entre l'administration locale et la population locale pendant les élections qui se déroulaient avant et après l'indépendance du pays. La situation financière des chefs restait la même de 1958 jusqu'au début du règne du président Ejadema. On les payait avec des impôts locaux et seulement quelques chefs supérieurs recevaient une attribution financière irrégulière. En 1975, Ejadema abolit l'impôt de capitation, un fait qui signifiait que les chefs perdaient leur moyen traditionnel de revenus. Au lieu de cela, un nombre croissant d'eux recevaient dorénavant une attribution qui souvent dépendait des faveurs politiques. Les chefs devenaient de fervents serviteurs du parti politique et du gouvernement. En 1980, les montants de ces attributions étaient fixés par décret. Mais ils étaient assez modestes, c'est ainsi que les chefs étaient obligés de gagner leur vie avec d'autres activités comme l'agriculture ou le commerce. Ces montants étaient adaptés au niveau de vie dans les années suivantes, mais ils restaient un moyen de discipliner et de contrôler les chefs. En fait, les chefs n'étaient plus longtemps des possesseurs des fonctions traditionnelles, mais ils devenaient des agents de l'État payés pour leurs services. Plus tard, le système de parti unique créait l'Union nationale des chefs traditionnels du Togo. Les bons chefs devaient maintenant être des porte-parole du parti dans les régions géographiques. Les chefs qui n'acceptaient pas ce rôle étaient démis de leur fonction. C'est ainsi que l'institution devenait largement dépendante du pouvoir politique dans le pays. Pendant le processus de démocratisation, qui touchait beaucoup de pays africains dans les années 1990, les chefs essayaient de changer leur influence politique. Mais ils devaient apprendre qu'ils devaient respecter les institutions politiques existantes. Aujourd'hui, ils représentent seulement un élément politique important lors des élections nationales quand ils sont capables d'influencer le vote des paysans. La Constitution de 1992 considérait les chefs comme des garants en matière coutumière. Pendant les dernières années, leur rôle dans les projets de développement a été discuté. Ici, ils pouvaient jouer un rôle excellent à cause de leur connaissance du vécu social local. Mais il est encore nécessaire que le pouvoir politique central accepte cette possibilité. Voici quelques questions proposées. Répondez s'il vous plaît aux questions et revenez au cours si vous en ressentez le besoin. Cliquez seulement sur les boutons avec les solutions une fois trouvé vos propres réponses.
Qu'est-ce que l'on peut conclure de cette comparaison de l'institution de la chefferie dans deux territoires différents? L'opposition classique entre la politique coloniale de la France et de la Grande-Bretagne, évidente dans notre présentation, semble devenir de plus en plus insignifiant dans les sociétés postcoloniales, caractérisées par des chefs qui coopèrent ou non avec les gouvernements, souvent caractérisés par un parti unique. Néanmoins, la séparation historique en chefferie précoloniale, coloniale et postcoloniale est plus importante aujourd'hui que cette dichotomie. La période coloniale voyait les chefs collaborer ou résister aux puissances coloniales. Dans une période plus récente, nous trouvons d'un côté des chefs qui suivent docilement les régimes politiques, comme les chefs au Togo, qui sont affiliés au parti togolais UNCTT, et de l'autre côté des chefs plus indépendants au Ghana, reconnus par le gouvernement et représentés dans les House of Chiefs. Au Togo, le fait que les chefs étaient souvent analphabètes contribuait encore à la faiblesse de leur pouvoir. Dans les États africains actuels, la chefferie reste une institution basée sur des traditions culturelles, même si le pouvoir réel de ces chefs n'est pas si différent du pouvoir moderne. La persistance de la chefferie dans les pays africains semble être liée à une recherche de l'authenticité dans les sociétés contemporaines qui sont influencées par des impacts culturels à travers les médias et l'immigration internationale. Souvent, des États africains faibles sont confrontés à des pouvoirs locaux qui exercent une gouvernance locale qui peut être plus efficace que la gouvernance nationale. Par conséquent, chercher la conformité politique de ces chefs exprime le conflit existant dans le contrôle des populations locales et ou nationales. Les chefs qui ne respectent pas les gouvernements nationaux deviennent dangereux pour le pouvoir politique national. La persistance de la chefferie en Afrique souligne encore un autre facteur. L'Afrique d'hier existe encore et exerce toujours son influence. Les chefs peuvent être désignés comme des leaders syncrétiques qui essaient de combiner des forces originaires de la tradition et de la modernité, si on veut encore utiliser cette dichotomie. Les populations locales qui connaissent ces institutions peuvent avoir plus de confiance en eux qu'aux hommes politiques nationaux, dont ils ignorent la base de pouvoir. Dans ces conditions, la chefferie exerce encore un rôle qui permet de combiner des traditions culturelles locales avec des influences globales. L'intérêt croissant des élites éduquées pour la chefferie est un signe qui souligne ce rôle. Néanmoins, les fonctions de l'actuelle chefferie sont un héritage du colonialisme, comme nous venons de le démontrer dans cette séance. Voici mon livre où vous trouverez ma présentation avec plus de détails. Le livre est disponible à la bibliothèque de Rennes 2.